premier pas vers la sortie. Quitter le domicile et y revenir peut faire partie du parcours de sortie des violences. Le départ définitif peut prendre quelques jours, quelques mois, voire quelques années. L'idée, c'est d'être convaincu que si j'ai décidé de partir, c'est parce que j'ai tout essayé derrière. Parce que souvent, elles ne veulent pas partir, elles ne veulent pas briser la famille. Donc j'ai déposé une main courante. Et puis je suis quand même allée me réfugier chez mes parents parce qu'à l'heure qu'il était, c'était 3h30 du matin. Je ne pouvais pas aller ailleurs. Mais là, j'ai eu le droit aux pleurs. Le lendemain, je suis désolée, je me suis emportée. De toute façon, c'est vrai, j'ai un problème. Quand je bois, je ne sais plus me contrôler. Donc je te promets, je ne touche plus une goutte d'alcool. J'avais vraiment en face quelqu'un qui avait l'air de ne plus du tout avoir envie de recommencer les choses, quoi. Donc je suis repartie. Ça s'est tassé pendant 3 mois. Où en effet, il buvait plus, il sortait plus. Et puis les sorties ont recommencé. Donc régulièrement, il cassait tout à la maison, il envoyait tout voler. Il me bousculait, il m'attrapait par les bras, mais je laissais faire. Et puis jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. L'assistante sociale m'a convoquée et m'a dit voilà, il se passe ça et ça. Votre fils, en fait, il faut que l'année prochaine, c'était en juin, donc il faut qu'en septembre, il soit qu'il aille à l'internat, soit qu'il reparte vivre chez son père. C'est plus possible qu'il vive avec vous dans des conditions comme ça. Et dans ma tête, c'était fini. On allait divorcer, mais j'ai pas pris mes affaires, je suis pas partie de suite, en fait. J'étais toujours, parce qu'il y avait les enfants, parce que c'était compliqué. Je savais que j'allais le faire, mais comment, quand, je savais pas. Et puis un jour, c'est le déclic. Et c'est au commissariat que j'ai appris que mon petit-fils avait accusé son grand-père de viol. J'aurais peut-être fini par partir un jour, mais ça aurait été encore beaucoup plus tard. Je savais que c'était terminé, parce que j'avais ma fille et il fallait que je protège ma fille. Voilà, ça a été vraiment... C'est ma fille qui m'a sauvée. Je pense que c'est mes enfants qui m'ont sauvée. J'ai pensé très très fort à eux et je me suis dit que je pouvais pas mourir. Je suis partie avec les staffettes, le petit dans la voiture, dans la camionnette jusqu'aux urgences. Là aussi, de voir l'infirmière en train de mesurer mes hématomes, je m'effondrais parce que je me rendais compte quand même là pour le coup, j'étais en train de réaliser quand même dans quel schéma j'étais. Et je crois que c'est vraiment cette fois-là où là, j'ai compris que non, on était vraiment dans la violence et qu'il n'y aurait pas de point de retour. La victime peut se rendre au commissariat ou à la gendarmerie et contacter une association spécialisée. Mais la visite chez son médecin traitant ou aux urgences de l'hôpital est nécessaire car ce sont eux qui doivent rédiger un certificat médical qui va constituer une pièce essentielle du dossier. Quand on vous demande de vous déshabiller, vous avez des bleus plein les bras, les épaules, le dos, partout. Voilà, à un moment donné, on devrait nous poser des questions, mais personne ne l'a fait à l'époque. J'ai dit à la secrétaire qu'il fallait que je le voie de toute urgence. Bon, elle a bien vu que puis j'avais des marques sur le corps, donc il m'a fait un papier. Et il m'a dit qu'il fallait que j'aille porter plainte à la gendarmerie et surtout protéger les enfants qui étaient restés avec lui. La seule personne vraiment qui m'a entendue, et sans parler plus que ça, sans aller dans le détail, c'est notre médecin. Dans le cas où la victime porte plainte, elle sera orientée vers un médecin légiste. Le médecin légiste aujourd'hui travaille quasi exclusivement sur réquisition judiciaire, c'est-à-dire à la demande des autorités de police, de gendarmerie et bien sûr du parquet. Notre formation est axée sur la recherche des signes de violence avec une analyse de ces signes de violence à la fois physiques mais également psychologiques. Par exemple, à travers la datation. Si on voit des lésions d'âges différents, que nous allons qualifier et dater dans le temps, ça permettra de corroborer les dires de la victime et d'affirmer ces faits. Dans la consultation médico-judiciaire, on nous demande à la fois une évaluation de la situation et de la répercussion des faits, donc qu'ils soient physiques ou psychologiques, et on nous demande de le traduire, cela, sous forme d'ITT. Ça veut dire incapacité totale de travail.
Et ce n'est pas la lésion qui nous intéresse, c'est le retentissement sur la victime qu'on mesure. Une victime qui a une fracture du nez qui n'est pas chirurgicale, qui ne porte pas de lunettes, qui a une bonne vue, je dirais, comme ça va être en fonction du retentissement, mais on peut chiffrer entre 4 et 6 jours. Quelqu'un qui est myope, par exemple, la douleur fait qu'elle ne supporte plus le port des lunettes. Et bien là, le retentissement va être énorme, c'est-à-dire que cette personne ne peut plus se déplacer, ne peut plus prendre sa voiture, ne peut plus au quotidien avoir une vie normale, et ça va durer le temps de la régression de l'hématome et tout ça, et on va passer souvent au-delà des 8 jours fatidiques. Donc, c'est pas la fracture du nez, c'est le retentissement. Dans le cas où la victime appelle de chez elle le 17, donc une patrouille gendarmerie va intervenir à son domicile. Ou bien la victime peut directement venir à l'accueil de la brigade en expliquant ce qui se passe chez elle. J'ai tendu le papier au gendarme. Quand il a lu le papier du médecin, il m'a dit « c'est qui vous a fait ça ?» Et donc je lui ai dit c'est mon mari. Donc il m'a dit « ah non, là c'est pas possible, vous me suivez et vous venez avec moi ». Après il a été très professionnel. Il a pris le temps de m'écouter. Sa collègue a refait des photos avec une lumière exprès pour voir tous les marques sur le corps. À la suite du Grenelle des violences conjugales de 2019, il a été créé des maisons de protection des familles au sein des gendarmeries. Donc nous, notre travail au sein de la maison de protection des familles, c'est principalement l'accueil et la prise en charge des victimes. Alors il y a des hommes qui viennent, ça arrive. Après il y en a donc beaucoup moins que des femmes. Peu importe l'âge, le sexe de la personne, la prise en charge est exactement la même. On était allé chez une victime à son domicile. Elle était en situation de handicap, elle ne pouvait pas se déplacer et on a été l'entendre directement chez elle. Voilà. Souvent en fait on va essayer de voir où est-ce que c'est le mieux pour la victime. On va travailler avec la victime donc sur son audition. On va nous la diriger vers diverses associations, divers partenaires. Nous, ce qu'on fait, c'est un suivi téléphonique des victimes. On a connaissance de l'ensemble des interventions, de l'ensemble des plaintes qui sont déposées. Certaines nous appellent pour avoir des conseils ou pour nous dire voilà, il s'est repassé tel fait, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de petite violence auprès des victimes en fait. La moindre bousculade, la moindre gifle, il ne faut pas hésiter à en parler. Voilà. Si ça arrive une fois, ça recommencera. Parce que c'est un cycle, la violence, en fait, et souvent, ça va démarrer par des petites choses, ça va s'arrêter, mais voilà, c'est cyclique et ça recommencera. Le fait de rentrer dans le CIDFF, c'est déjà un grand pas. Il y a une forme de bienveillance et en tout cas, il n'y aura pas de jugement de la part des professionnels. On va faire une première rencontre, on va mettre des mots sur ce qu'elles vivent, on va essayer de comprendre la situation. On va voir, en fonction de ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Selon ce qu'elles veulent faire, effectivement, il y a tout un panel de choses qui peuvent être proposées. Et du coup, c'est les informer sur ce qu'il existe et sur ce qui peut être sollicité au moment où elles décideront de le faire. On sait que le moment du départ, c'est un moment qui peut être très dangereux, qui est anxiogène pour la victime et pour les enfants. Donc il est vraiment indispensable aussi de préparer ce départ. J'avais une amie qui avait un café et j'ai fini par me confier et lui expliquer ce qu'était réellement ma vie. Et donc, étant du quartier, m'a fait rencontrer une avocate qui venait régulièrement boire le café aussi. Et elle me dit, il existe le CIDFF. Et là, je pense qu'il faudrait quand même prendre rendez-vous. Quand la solution, en tout cas le besoin d'hébergement est présent, je me retrouve dans une situation d'urgence où je suis en danger et je ne peux pas dormir chez moi, je ne peux pas rentrer chez moi. À ce moment-là, je dois faire la démarche du 115 et une réponse est systématiquement faite dans toutes les situations. Je me sentais protégée pour le coup, tout simplement le fait de savoir que j'allais être dans un appartement où malheureusement même ma propre famille ne pouvait pas savoir où j'étais, mais lui ne saurait pas où je serais et ne pourrait pas venir me faire quoi que ce soit. Donc après, on m'a dirigée vers le CIDF, voilà, où j'ai rencontré une psychologue aussi, qui était spécialisée aussi dans les violences, voilà.
Elle savait de quoi je lui parlais, donc là on se sent écoutée, on se sent comprise. C'est très très important. Et c'est vrai que de pouvoir échanger et de se dire que voilà, qu'on n'est pas folle et que ce qu'on a vécu, c'est pas de notre faute, mais ça fait beaucoup de bien. Nous, on est spécialistes donc, de l'aide aux victimes et du parcours judiciaire. Donc nous, on est là pour répondre aux questions des victimes, comment déposer plainte, comment va se dérouler une audience. On est aussi présent aux audiences pour les accompagner. Alors bien souvent, ça débute par une EVI, une évaluation personnalisée de la victime. C'est effectué par les juristes. Cette évaluation, elle a pour objectif de connaître la situation de la victime, souvent avant une audience, pour que les magistrats puissent avoir des informations sur la situation de la victime. Et c'est important parce que ça permet d'avoir des éléments qui sont actuels, alors que la plainte peut être ancienne. Avec les psychologues, c'est tout au long de la procédure, pour un soutien pendant toutes les démarches. Après, j'ai été à France Victime, j'ai été suivie. Et on nous aide et on nous fait comprendre que finalement, la fautive, c'est pas nous. De nouveaux dispositifs sont accessibles librement sur Internet pour faciliter la protection des victimes de violences. Mémo de vie est donc un journal pour garder trace des événements et un espace sécurisé pour stocker des documents. Appel, c'est une application où il y a un bracelet qui est connecté. Elle désigne 3 personnes de confiance qui éventuellement recevront un signal si elle se sent en danger et qu'elle déclenche l'alerte. Alors nous, on le propose gratuitement. Il peut y avoir des violences. Ces violences peuvent mettre en danger la personne qui viennent nous voir. Et donc là, il faut prendre des mesures de protection.